Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au CAREP. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Ziad Majed. Bienvenue. Ziad Majed, vous êtes un politiste franco-libanais, professeur à l'Université américaine de Paris, pardon. Vous publiez Le Proche-Orient, Miroir du monde aux éditions La Découverte. Le Proche-Orient, Miroir du monde, avec pour sous-titre Comprendre le basculement en cours. Le basculement en cours que vous analysez, c'est bien sûr celui qui fait suite à la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza depuis octobre 2023. Et de ce point de vue, votre ouvrage s'inscrit dans une série d'autres publications récentes qui tentent de saisir ce moment de bascule. Je pense notamment à l'ouvrage Le monde après Gaza de Pankaj Mishra, pour n'en citer qu'un. Quel est donc ce moment de bascule que nous vivons? En quelques mots, et je reprends ici des éléments de votre ouvrage, ce basculement commence entre le 7 et le 20 octobre 2023, après les propos de Yoav Gallant, qui appelle à combattre des animaux humains en coupant l'eau, la nourriture, le carburant à toute une population déjà sous blocus depuis juin 2007. Vous listez également, page 253, une série de néologismes en CID, qui sont autant de catégories juridiques. Le domicide, la destruction planifiée du logement, l'urbicide, le meurtre des villes, l'écocide, la destruction de l'écosystème, l'éducide, l'anéantissement du système éducatif, du savoir, de la mémoire, le culturicide, la destruction délibérée du patrimoine, et enfin le futuricide qui renvoie à l'intention de pousser les Palestiniens au départ. Ce moment, c'est celui qui fait qui fait, comme vous dites, de la destruction d'un peuple une option politique pleinement assumée. C'est un moment qui s'accompagne d'un effondrement de l'ordre international, des principes juridiques établis en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il interroge aussi le rôle des institutions internationales, de la justice internationale, mais aussi de l'ONU, qui, comme on l'a vu le 17 novembre dernier, a entériné le plan Trump, en validant ainsi la présence d'une force internationale de stabilisation pour contrôler la bande de Gaza. Comment cet effacement programmé d'un peuple a-t-il pu se produire? Votre ouvrage fournit des clés de compréhension pour saisir ce basculement. Et l'originalité de votre approche repose précisément sur l'attention que vous portez à l'histoire politique et sociale du Moyen-Orient. Vous dites, la Syrie, le Liban, la Palestine sont les principaux foyers de ce basculement. Et ce que vous montrez très bien, c'est que pour lire ce moment de bascule de l'ordre international, il faut nécessairement passer par une compréhension des dynamiques régionales, une compréhension des dynamiques régionales qui ne se limite pas à ces aspects géopolitiques, mais qui implique également une analyse des sociétés de la région. L'un des grands intérêts de votre ouvrage, c'est d'être d'abord extrêmement attentif aux ruptures et aux continuités, mais aussi de mettre en lumière une histoire croisée des interactions entre les scènes internationales, régionales, ce qui permet de relire plusieurs moments de notre histoire récente différemment, en les montant en connexion les uns avec les autres, et en regardant ce qui se passe simultanément dans d'autres espaces politiques. Pour comprendre donc ce bouleversement, vous revenez sur un siècle d'histoire, autour de 7 moments fondateurs, la Nakba, le choc pétrolier, le djihad afghan, la révolution iranienne. On ne peut pas parler de tout ce soir. On choisira donc de concentrer la discussion sur le moment post-1990, pour lequel vous consacrez près de 2/3 de l'ouvrage, et qui est celui du nouvel ordre mondial, entre guillemets, dominé par les États-Unis. Et le débat donc s'articulera autour de ces 3 dernières décennies, avec une attention particulière portée au télescopage des calendriers, aux coalitions d'acteurs, aux visées, ce que vous appelez les visées opportunistes arabes, on reviendra dessus, le rôle de l'ONU, et aussi évidemment la politique étrangère américaine qui va osciller entre interventionnisme et isolationnisme. La période qui s'ouvre donc avec la deuxième guerre du Golfe est décisive pour comprendre le moment actuel. Le Conseil de sécurité valide une intervention extérieure, justifie les sanctions contre l'Irak. C'est aussi le moment où se forme la première coalition politico-militaire internationale sous l'égide des États-Unis. En quoi l'opération Tempête du désert de janvier 91 est-elle selon vous marquante pour comprendre le jeu de coalition d'acteurs internationaux et régionaux, et aussi pour comprendre ce que vous appelez les visées opportunistes des pays arabes?
Merci beaucoup, Leïla, pour cette introduction et merci à toutes et à tous d'être venus malgré le froid. Je souhaite tout d'abord remercier le CAREP et toute l'équipe du CAREP et Salam Kawakibi. On a très peu d'espace aujourd'hui à Paris, malheureusement, pour penser, pour la réflexion et la recherche sur le Proche-Orient. Et évidemment, le CAREP est l'un des espaces les plus vibrants malgré tout ce qui se passe autour de nous. Juste, si tu me permets, avant de répondre directement à la question, l'idée de l'ouvrage était après le 7 octobre et après le début de la guerre génocidaire. Au moment où en France on refusait de contextualiser ce qui se passait en Palestine, au moment où la censure avait déjà commencé avec presque une terreur face à tous ceux et toutes celles qui évoquaient la situation dans sa complexité, dans son histoire, dans le fait qu'on ne peut pas considérer que tout a commencé un 7 octobre et tout doit se terminer le 7 octobre et après le reste c'est des détails. L'idée du livre donc était de montrer qu'à partir de plusieurs moments fondateurs qui montraient à la fois des continuités, mais parfois des ruptures, on peut comprendre comment nous sommes arrivés là, on peut comprendre d'où est venu le 7 octobre, et puis pourquoi le génocide a eu lieu et pourquoi il y a eu tant de complicité internationale avec ce génocide et tant de lâcheté de la part des gouvernements arabes qui, dans leur grande majorité, étaient aussi des spectateurs, soit parfois ils voulaient juste que ça se termine pour passer à autre chose, ou qui étaient aussi dans l'impuissance et la frustration, comme la majorité des gouvernements autour du monde. Et surtout, il y avait un grand décalage entre gouvernements arabes et entre peuples arabes, ou entre des grandes catégories, disons, des sociétés arabes. Donc pourquoi le moment de 90 et de cette guerre était un moment fondateur qui montrait qu'on passe à autre chose dans la région? Alors il y a eu à la fois les changements, les bouleversements dans l'ordre mondial, avec la chute du mur de Berlin, avec la fin de la guerre froide. Il y a eu, avec l'invasion irakienne du Koweït, la guerre américaine ou la tempête du désert qui marquait un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, James Baker et Bush fils Bush père, pardon, l'avaient déjà annoncé. C'est le nouvel ordre mondial, suite auquel le processus de paix avait commencé. C'était la réconciliation entre la Ligue arabe et l'Égypte, exclu ou du moins suspendu depuis les accords de Camp David. Donc c'est un retour de l'Égypte dans le paysage politique arabe. Le régime syrien, en envoyant ses troupes durant l'ère Hafez al-Assad, reconnaît ou du moins tente de se retrouver une nouvelle alliance avec les Américains, puisque son allié, l'Union soviétique, était en train d'agoniser politiquement. Il obtient en échange une hégémonie au Liban. Yasser Arafat tente, au milieu de toute cette tempête et après un choix de soutenir l'Irak qui n'était pas le bon choix de toute façon, tente de revenir sur la scène et de revenir en tant qu'acteur politique pour remettre la Palestine sur la carte des négociations qui se préparaient. On rentre dans le cycle du processus de paix qui va mener à Oslo, avec tous les manquements d'Oslo, évidemment. Les 4 questions, d'ailleurs, qui vont être occultées lors des accords d'Oslo sont toujours des questions d'actualité aujourd'hui. La question de la colonisation, la plus importante. On était à peu près à 120 000 en 93, on est à près de 800 000 de colons aujourd'hui. La question des réfugiés palestiniens, leur droit de retour, la résolution onusienne 194 qu'Israël a rejetée. La question de la souveraineté sur les ressources et sur les frontières, ça a été également rejeté par les Israéliens. Et puis la question de Jérusalem, comment partager la ville entre l'Est occupé selon le droit international et l'Ouest restant capitale israélienne. Tout cela a été mis de côté, malgré l'importance de certains aspects d'Oslo, y compris le retour de Arafat en Palestine, le début d'une autorité palestinienne. Mais on connaît après, malheureusement, comment les choses vont évoluer entre l'assassinat de Rabin par un juif extrémiste dont les descendants sont aujourd'hui dans le gouvernement Netanyahou,
entre la poursuite de la colonisation, entre le massacre qu'on oublie souvent de la mosquée à Hébron qui va pousser le Hamas à riposter et les opérations de kamikazes vont avoir lieu. Donc tout un changement avait commencé, sauf qu'il a été interrompu. Et on est revenu à des configurations d'attente qui vont en plus être le 11 septembre, frappé par un énorme événement qui va avoir lieu aux États-Unis. Cet 11 septembre, à la fois, il y a une nouveauté dans ses caractéristiques, puisqu'on est face à une violence spectaculaire qui souhaite marquer les esprits. On est face à un événement où il n'y a pas d'armes qui étaient utilisées. On est face à un moment où toutes les conséquences du djihad afghan et de toute la situation dans la région, on les voit clairement maintenant avec ce 11 septembre. Et surtout, et là où il y a un opportunisme de tous les acteurs, avec l'annonce de Bush, fils cette fois, de la guerre contre le terrorisme, il y a un tas de paramètres qui vont changer dans les relations internationales et dans la conception même de la guerre. Les guerres en général sont marquées par des territorialités, par des temporalités. On a une guerre face à une entité bien précise, bien définie, sauf qu'avec la guerre contre le terrorisme, on n'est plus ni dans le temps politique, ni dans un territoire spécifique. On mène une guerre contre un phénomène, contre des acteurs qui peuvent varier, et on peut instrumentaliser la terminologie pour qualifier tout ennemi de terroriste. Ça va être un jeu auquel vont évidemment se prêter les Américains, mais les Russes un peu plus tard en Tchétchénie, les régimes arabes contre leurs oppositions, plein d'autres acteurs contre leurs ennemis, et surtout Ariel Sharon, qui était devenu Premier ministre en Israël durant la deuxième intifada, qui va dire dès le début, Yasser Arafat est notre Osama Ben Laden, la guerre contre le terrorisme, c'est également la nôtre, on va la mener contre les Palestiniens, et il va profiter de ce moment pour accentuer la pression militaire contre la deuxième intifada. Il faut peut-être préciser aussi que la société israélienne a connu durant les années 90 un grand changement démographique avec l'arrivée de près de 900 000 migrants de l'ancien espace soviétique, surtout des Russes et des Ukrainiens, qui, bien que étaient à majorité plutôt laïques, plutôt éduqués, mais ils votaient à droite pour différentes raisons. Réaction peut-être à leur passé là-bas, réaction à l'establishment de gauche historique israélien qui méprisait certains de ceux qui arrivaient plus tard. Un tas de raisons. Et la colonisation, avec le temps, a eu aussi son effet sur la société israélienne, puisqu'on va commencer à découvrir dans la plupart des gouvernements un peu plus tard des colons, des personnes qui ne vivent même pas dans Israël reconnu dans certaines frontières, mais plutôt dans les colonies illégales en Palestine occupée de 67, évidemment. J'ajouterais aussi que le changement de ce logiciel au niveau de la terminologie politique et au niveau de l'exceptionnalisme qui va le suivre juridiquement parlant, on mène une guerre contre le terrorisme. Le terrorisme comme terme n'existe pas dans le droit international. Il n'y a aucune catégorie dans le droit international qui qualifie tel ou tel de terroriste. Par rapport au droit de guerre, il y a des crimes, des violations. Ça peut être un crime de guerre, un crime qui est commis lors d'opérations militaires quand ça vise des civils, un crime contre l'humanité quand ce crime se répète, ou il peut y avoir des crimes contre l'humanité qui ne sont pas dans le cas de confrontation militaire, c'est-à-dire le viol, maintenant quand il est orchestré politiquement, est un crime contre l'humanité, le déplacement forcé de population est un crime contre l'humanité, l'apartheid est un crime contre l'humanité, etc. Et puis il y a le crime de génocide, quand il y a une intention d'anéantir un groupe ou une partie du groupe, et quand il y a des mesures menant à cet anéantissement, que ce soit des mesures militaires lors de conflits, ou des mesures qui visent l'existence d'un groupe en tant que groupe, vu ses caractéristiques identitaires, primordiales, linguistiques, ethniques, etc. Donc avec la création de cette catégorie de terrorisme qui va souvent être collée en plus à un profil spécifique qui est le profil arabe, musulman, on sort du cadre normatif du droit et on commence à avoir des catégories qui échappent
à toute juridiction. Et d'ailleurs, les Américains vont, sans le dire, suspendre la 3e Convention de Genève qui traite des prisonniers de guerre, puisqu'ils disent que ceux que nous arrêtons lors de nos guerres ne sont pas des prisonniers, ce sont des terroristes. Donc il n'y a rien qui les protège. La création de la prison de Guantanamo, elle se passe hors législation américaine. Le Patriot Act, qui va être mis en place aux États-Unis, contredit certains aspects de la Constitution américaine elle-même. Donc il y a tout un exceptionnalisme qui s'installe aux États-Unis et qui va être suivi par des exceptionnalismes partout. Et on voit cela se reproduire aujourd'hui avec des prisons israéliennes où la torture a été pratiquée à grande échelle, où il y a au moins 100 personnes documentées mortes sous la torture, des Palestiniens qui ont été torturés et violés et tués. Et il y a tout ce que le gouvernement israélien a annoncé à partir du 7 octobre. Donc, il n'y a aucune règle de guerre respectée, il n'y a aucune convention qui nous concerne. Ce sont des human animals, ce sont des animaux humains. Tout est permis contre eux, il n'y a pas de limite. Et l'exceptionnalisme, non seulement va être pratiqué par les Israéliens dans leurs actes guerriers et barbares, mais en plus, qualifier cet exceptionnalisme et nommer les choses à partir du droit international, ça va devenir presque criminalisé en Occident et dans des pays qui ont à l'origine construit le droit international, comme si qualifier un génocide de génocide devient un acte méritant la censure, comme si qualifier un crime de crime devient presque une raison d'une accusation. Ça dépend des cas, soit d'antisémitisme, soit d'éloge du terrorisme, soit haine, etc. Donc on a vu qu'à partir de l'exception palestinienne aujourd'hui, qui est la continuité d'un certain exceptionnalisme qui s'est installé à partir du 11 septembre, on arrive même à un exceptionnalisme en Occident par rapport au respect du droit international et par rapport à la censure qui s'abat sur tous ceux et toutes celles, non pas qui défendent les Palestiniens, parce qu'on dit souvent, mais ça c'est pro-palestinien, c'est pro-droit international. C'est même pas une question d'être pro-palestinien ou ne pas l'être. Évidemment, on peut l'être et tant mieux. Mais même être pro-droit international, qualifier les choses à partir de ce droit, à partir des résolutions onusiennes, à partir de ce que la France, par exemple, a souvent reconnu, devient, dans le cas israélien, tout de suite projeté vers un autre champ. Et on a vu récemment avec le Collège de France et le CAREP comment les choses se sont développées d'une manière scandaleuse, parce que ça n'a pas seulement touché l'espace médiatique, où on peut avoir des débats et où la médiocrité règne depuis un long moment maintenant, mais ça a touché aussi l'espace scientifique, l'espace académique, et ça c'est le plus inquiétant et le plus terrible dans cette histoire par rapport à nous, je veux dire nous en France. Au-delà de l'impact de la guerre contre le terrorisme sur le droit et la législation internationale, comment vous expliquez la réappropriation de ce récit par les États ou la majeure partie des États arabes, y compris les élites politiques dans le monde arabe? Alors, il y a, je pense, deux facteurs. Le premier, c'est que certains régimes arabes ont tenté dès 2001 de se montrer du côté américain. Il n'y a pas de doute. Certains l'étaient déjà, mais ça c'est un moment aussi pour montrer encore plus de rapprochement avec les États-Unis au moment d'une guerre où ils voulaient se distinguer de ce qu'ils qualifiaient d'islamistes radicaux, extrémistes, Al-Qaïda, etc. Et puis, il y en a d'autres régimes qui voulaient trouver une légitimité dans leur répression et considéraient que cette répression ne doit plus être condamnée pour des raisons de droits humains ou pour des raisons de droit international. On a vu aussi un phénomène que peut-être je n'ai pas mentionné dans le livre, mais les États-Unis ont envoyé, même le Canada, des binationaux pour les faire torturer en Égypte ou en Syrie ou ailleurs. Comme ça, on ne les torture pas au Canada et aux États-Unis. Et puis, on les renvoie là-bas après avoir arraché, sous la torture, soit certaines informations ou les pousser à dire des choses qui étaient attendues par les enquêteurs. Donc, certains des régimes ont voulu tout de suite apparaître comme étant hors clivage que Bush avait mis. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les autres, soit vous êtes avec le bien, soit vous êtes avec le mal. Exactement comme Ben Laden avait dit,
vous êtes avec nous ou avec eux. Il n'y a pas de choix. Exactement comme Gallant, comme Netanyahu ont récemment dit, c'est une guerre entre le bien et le mal. Le mal, en général, il faut l'exterminer. C'est pas, il faut juste l'affaiblir comme d'habitude. Les guerres cherchent à affaiblir l'ennemi pour pouvoir soit lui imposer des conditions de paix, soit trouver un compromis. Quand la guerre devient entre un bien et un mal, que fait-on avec le mal? C'est l'idée de l'éradiquer. Et donc, on passe à ce qui peut permettre, dans certaines conditions, à un génocide de se dérouler. Donc, les régimes arabes, je pense, voulaient aussi montrer à leur population qu'ils ne sont pas affaiblis par ce moment, parce que certains, avec un wishful thinking, avec une pensée qui était assez optimiste, ont cru que l'offensive de Bush allait calmer certains régimes qui vont avoir peur des conséquences de l'après 11 septembre, que la question des droits humains va être posée et les Américains vont tenter de faire pression pour que cela soit plus respecté afin d'éviter ce qui a été qualifié de radicalité dans les sociétés arabes. Et puis l'arrivée en puissance des néoconservateurs aux États-Unis qui étaient extrêmement pro-israéliens, qui considéraient qu'un règne israélien dans la région pourrait améliorer les conditions américaines dans les relations avec les pays arabes, que l'exportation d'une démocratie, y compris par la force militaire, va modifier la configuration régionale en faveur des États-Unis. Et donc, certains régimes, comme le régime syrien, comme le régime iranien, notamment autour de la guerre d'Irak 2003, voulaient montrer à leur population que nous, on n'a pas peur. Ils vont contribuer à piéger les Américains en Irak pour rendre leur vie difficile là-bas. Et ils considèrent que leur guerre, à eux, contre leurs oppositions, c'est aussi une guerre contre le terrorisme qui s'inscrit dans le moment américain. Donc c'est un changement de positionnement, un changement de rhétorique, afin de rester dans un camp non vulnérable et surtout, comme d'habitude, les régimes arabes sont puissants contre leur société plutôt que contre toute menace externe ou tout défi lié à l'économie et au développement et aux libertés des individus et des collectivités au sein de chaque pays. La guerre contre l'Irak en 2003 est une date charnière. Cette guerre, donc, qui s'appuie sur la prétendue possession d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Est-ce qu'on peut donc réfléchir un petit peu à ce moment 2003, à savoir en quoi cette guerre va être structurante d'abord pour les pays arabes qui vont prétendre tour à tour craindre en fait d'être les uns après les autres placés sur cette liste. Euh, et est-ce qu'on peut aussi réfléchir du point de vue des acteurs européens à la question de continuité et de rupture, puisqu'il y a des pays européens qui ont refusé d'avaliser la décision du Conseil de sécurité, je pense notamment à la France et à l'Allemagne. Comment expliquer en fait leur positionnement? Est-ce que vous pensez qu'il faut l'analyser plutôt comme justement un élément de rupture, ou est-ce que au contraire vous considérez que la position de la France et de l'Allemagne doit être plutôt vue en continuité avec une histoire longue de la présence européenne dans la région? Alors, par rapport à cette guerre de 2003, on est face à une nouveauté aussi sur la scène internationale. Il y a souvent eu des violations du droit international, des résolutions onusiennes, etc. Mais là, les États-Unis d'Amérique tentent de convaincre le Conseil de sécurité de la nécessité d'une guerre en prétendant, en premier lieu, ils ont prétendu que la raison de la guerre, c'est des contacts entre le régime de Saddam et Al-Qaïda. Et ils ont dit qu'il y a eu une réunion à Prague entre un opérateur d'Al-Qaïda et des diplomates irakiens. Puis on est passé à la rhétorique qui va dominer, celle des armes de destruction massive, bien qu'il n'y avait aucune preuve fournie. Et la guerre va se faire sans l'aval du Conseil de sécurité, donc inaugurant aussi un chemin qui permet à n'importe quel acteur puissant d'intervenir sur une autre scène, sans avoir le chapitre 7 qui gère en général au sein du Conseil de sécurité les interventions militaires. Et la Russie va profiter de cela à maintes reprises. Plusieurs acteurs vont profiter aussi dans la région. Donc on a un cas où trois États qui ont le droit de veto avaient menacé les États-Unis de veto. L'Allemagne, la France, la Russie et la Chine. En plus de l'opposition allemande, en plus d'un vote qui allait de toute façon être contre
cette volonté d'aller en guerre. Et Colin Powell, d'ailleurs, qui est décédé il y a quelques mois ou quelques années, j'ai oublié, Colin Powell, dans sa biographie, regrette et il reconnaît le fait qu'il a été manipulé, je ne sais pas s'il est sincère ou pas, mais il reconnaît le fait qu'il a été manipulé par des rapports de la CIA et que finalement, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. C'est très bien de reconnaître, de s'excuser, mais il y a eu entre-temps 500 000 morts en Irak. Hein. Et l'Irak est devenu le pays fragmenté qu'on voit, détruit, avec tout le potentiel gaspillé. Cela, en aucun cas, ne veut dire que Saddam Hussein était quelqu'un qui méritait de rester au pouvoir. Loin de là, il a commis des crimes contre son peuple, il a mené une guerre contre l'Iran destructive des deux pays, il a envahi le Koweït. Une catastrophe pour les Irakiens, mais le concept d'une guerre qui va au-delà de tout droit, et d'aller envahir un pays, changer un régime, considérer que on applique après la débassification comme la dénazification qui a eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale, on chasse tout le monde de l'État, on replace d'autres personnes et on règle l'affaire. On a vu le résultat. Non seulement c'était une catastrophe pour l'Irak, il y a eu l'émergence de Daesh, de l'État islamique, qui va être une catastrophe aussi pour la Syrie. Et puis, parlant de l'ordre régional, la guerre en Irak va permettre à l'Iran une expansion à laquelle les Iraniens, je pense, ne s'attendaient pas. Parce que les Iraniens étaient bloqués à l'ouest par le régime de Saddam Hussein et par l'Irak. Ils étaient bloqués à l'est par les talibans, deux ennemis qui contenaient un peu l'énergie politique expansionniste iranienne. Le régime syrien est déjà leur allié, Hezbollah au Liban est leur allié. Avec la chute de Saddam, l'axe qu'on a qualifié d'axe chiite, mais je ne pense pas du tout que c'est le cas, c'est un axe iranien, va s'étendre de Téhéran vers Bagdad, vers Damas, vers Beyrouth. Donc la chute de Saddam a permis aux Iraniens une expansion très importante qu'ils vont tenter d'utiliser pour à la fois protéger leurs intérêts, mais aussi leur programme nucléaire, de menacer qu'ils peuvent utiliser leurs alliés contre Israël s'ils sont attaqués. En Afghanistan, l'élément Hazara, surtout, va être, ils vont tenter de le recruter. Et tout le champ politique irakien va exploser. On fait face à l'instrumentalisation des identités sunnites et chiites, arabes et kurdes. Je ne dis pas que c'est la seule responsabilité des Américains. La destruction du pays, en partie, oui, mais le tissu social était déjà fragilisé par la dictature et la brutalité de Saddam Hussein et de la première guerre du Golfe. Donc, il y a tout un changement qui se fait, et les Iraniens et les Syriens, surtout le régime, avaient peur des déclarations du Bush, qui avait même été jusqu'à déterminer quels sont les membres de l'axe du mal. Hein. L'axe du mal, c'était la Syrie, l'Irak. Après l'Irak, le régime est tombé. L'Iran, on évoquait parfois Cuba, parfois la Corée du Nord. Il ajoutait des États qui n'ont rien à voir, évidemment, avec la région. Et les deux autres pays de l'axe du mal, Syrie, Iran, vont être les plus opportunistes et les plus pragmatiques en Irak. Ils vont soutenir toute rébellion contre les Américains et même le gouvernement central irakien. L'Iran avait des alliés au sein du gouvernement, avait des alliés au sein des rebelles. Ils vont permettre même à des membres d'Al-Qaïda de passer de l'Afghanistan vers l'Irak. Le régime syrien va développer toute une infrastructure pour attirer des djihadistes arabes qui vont aller faire le djihad en Irak. De temps en temps, quand il y a des pressions américaines, il leur livre quelques djihadistes et puis il laisse passer pour piéger les Américains là-bas. Donc l'échec irakien était aussi une catastrophe, comme la guerre elle-même. Et les changements au Liban, avec l'assassinat de Hariri, avec le soulèvement populaire, etc., va modifier aussi la donne régionale. Au milieu de tout cela, il est vrai qu'on a considérer en ce moment-là qu'il y a une position européenne indépendante des États-Unis qui répond à certains faits historiques. L'Europe a plus de présence dans la région historiquement, connaît mieux les sociétés. Bush semblait être extrêmement ignorant et agressif et tout. Aujourd'hui, il paraît comme un homme respectable et respectueux quand on le compare à Donald Trump. D'ailleurs, lui-même, il critique Trump régulièrement et il a dit qu'il a voté pour Kamala Harris lors des dernières élections. Donc, Bush apparaissait à ce moment-là comme que ce n'est pas possible d'avoir un président de la plus grande
puissance du monde avec ce niveau de parole, avec les erreurs et les bêtises qu'il faisait, entouré des néoconservateurs, entouré de types comme Dick Cheney, qui est mort il n'y a pas très longtemps, comme Rumsfeld, le monsieur de la Défense, etc. Les Européens voulaient montrer ce que Villepin avait qualifié d'un ancien continent, sage, qui connaît son histoire, son environnement. Et ça a duré quelque temps. Mais il y a eu après une réconciliation. Jusqu'en 2005, vous dites? Jusqu'à fin 2005. 2 ans? Non, même pas, pardon. Ça a duré jusqu'à fin 2004. Parce que la scène libanaise va amener à une réconciliation franco-américaine avec la résolution 1559 stipulant le désarmement des milices, sans le dire donc Hezbollah, le départ des troupes syriennes. Et c'est cette résolution et la lutte autour de cette résolution qui va en partie mener à l'assassinat de Hariri par le régime syrien et ses alliés. Et on rentre dans une autre dynamique. Donc, c'était une dispute de 2 ans entre Européens et Américains. Et après, on est passé à disons, à une politique française, du moins, plus atlantiste. Sarkozy est arrivé et il disait que c'est la rupture avec la politique de Chirac. Le rapprochement avec les États-Unis a eu lieu et les positions de Sarkozy, et tu me corriges, Dominique, ont été les plus pro-israéliennes depuis très très longtemps. Peut-être depuis toujours. Il y avait autre que ce qu'on appelait la politique arabe de la France, mais même au niveau des termes, au niveau des métaphores, au niveau du rapprochement, de la coopération militaire, on est dans un moment de basculement aussi qui met fin à cette période d'hésitation ou de distinction européenne, de différence dans l'approche par rapport aux États-Unis. Et c'est pour ça que cette guerre aussi, c'est un champ de ruines et de bataille qui va la suivre. Et elle va être un an plus tard, 2004, c'est la mort de Yasser Arafat, 2004. Et 2005, 2006, en Palestine, on voit le début du grand clivage malheureux entre le Fatah et le Hamas. Puis 2006, il y a les élections. Le Hamas, là je parle sous ton autorité, le Hamas gagne les élections à Gaza. Et voilà que le monde décide soudain de boycotter, bien que les élections étaient considérées comme plus ou moins libres, et il y avait des observateurs du Carter Center, de l'Union européenne, nanana. Et c'est la guerre entre le Hamas et le Fatah. Et puis le blocus commence. Déjà, on passe à partir de 2007 à une fragmentation de ce qui restait de la Palestine et à un blocus contre Gaza qui va durer jusqu'à la guerre génocidaire. Et on voit les conséquences en tout cas. Justement, j'allais vous poser la question, à savoir des effets de l'invasion de l'Irak sur le terrain Israël-Palestine. Vous avez commencé à y répondre, mais vous dites dans votre ouvrage que l'un des objectifs de cette guerre pour l'administration américaine, c'était précisément d'offrir à Israël un contexte favorable pour un règlement unilatéral du conflit. Donc, est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée? Et l'autre volet côté palestinien, est-ce que vous considérez aussi que la guerre contre l'Irak a eu des effets sur la lutte armée et la résistance palestinienne? Oui, alors, il y a plusieurs conseillers parmi ces néoconservateurs qui publiaient régulièrement. Ils avaient un think tank dans lequel ils publiaient. Et puis, certains étaient influents au sein du Middle East Institute, d'autres Institute for the Defense of Democracy, etc. Une série de publications et de discussions et de conférences qui n'étaient pas secrètes, avec des écrits d'un Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Faith et plusieurs autres qui étaient dans une logique qui considérait qu'à la fois on exporte la démocratie, y compris par la force. Et il y a eu un article d'ailleurs qui était un peu intéressant pour le lire et voir comment il pense, où il disait par exemple que là où les régimes arabes sont le plus pro-américains, les sociétés sont anti-américaines. Et là où les régimes arabes sont les plus anti-américains, les sociétés, non, je me répète, là où les sociétés sont, oui, le plus anti-américain, les régimes, les sociétés ne suivent pas. Donc, on doit changer tout cela, on doit régler tout cela. Il donnait des exemples à partir de sondages et tout. Et il disait en même temps que pour régler ce conflit et en finir
avec tout le théâtre de ce Proche-Orient qui nous embête et qui est depuis très longtemps lourd à gérer et on n'arrive pas. Et surtout qu'ils étaient déjà dans une logique d'affrontement avec la Chine. Et je me rappelle, Rumsfeld disait que c'est boring Middle East. On veut juste en finir avec un règlement qui permet à Israël d'imposer une hégémonie en affaiblissant les États considérés comme puissants face à un règne israélien, donc l'Irak en tête, et puis affaiblir les Palestiniens davantage, affaiblir Yasser Arafat davantage, donc le mouvement national, pour permettre une suprématie israélienne d'un côté, un changement de régime qui va faire peur à tous les autres régimes de l'autre, et puis on parle de développement économique, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vont être occupés. Si jamais il n'y a pas de mobilisation et de frustration politique, ils peuvent être occupés par d'autres dynamiques économiques, sociétales, etc. Et on règle toute cette affaire. Donc certainement, avec cette guerre en Irak, il y avait en tête l'idée de briser le pays arabe qui a le plus de potentiel militaire et économique connecté, l'Irak. Encore une fois, ça ne veut en rien dire que Saddam Hussein avait une légitimité après tout ce qu'il a fait là-bas, mais l'État irakien en tant qu'État était visé, et non pas juste le régime de Saddam. Et à partir de ce cas irakien, les autres vont avoir peur, et de toute façon, les autres, l'Égypte, qui est un autre État assez disons, fort aussi, ou qui a une existence et une histoire, il est dépendant économiquement à l'aide américaine et aux aides européennes, à la diaspora égyptienne, au canal de Suez, donc système rentier qui peut être influencé plus facilement. Et puis, il y a les monarchies du Golfe qui sont nos alliés et qui, même si en 2003 étaient opposés à la guerre en Irak pour différentes raisons, mais avant cela, ils ont été du côté américain lors de la Première Guerre, ils l'ont même financé et ils ont toute leur vulnérabilité. Donc, on peut leur faire peur également à partir de cette situation. Tout cela a fait que pour les Palestiniens, je pense que leur lutte armée a été déjà affectée par le 11 septembre, parce que les Israéliens ont dit que les attaques de kamikazes sont des mini 11 septembre. Donc cette volonté de comparer la scène palestinienne israélienne au 11 septembre a nui à la lutte armée. Et Arafat l'avait compris, avait demandé un gel des opérations de kamikazes pendant un moment. Ça n'a pas été suivi et les Israéliens ont tout fait pour que cela se poursuive aussi avec les assassinats, Yahya Ayyash, plusieurs chefs dans des moments où on commençait à peut-être penser à une accalmie. Il y avait un assassinat qui menait à d'autres opérations. Et donc, ça a évidemment affecté. Et puis, avec la guerre irakienne, Saddam tentait souvent de se racheter une légitimité en soutenant financièrement des groupes palestiniens et avec des transferts d'argent et tout. Ça les a aussi affectés. Et Arafat, avec cette guerre, était de plus en plus isolé, d'autant plus qu'il était déjà dans la Muqata'a à Ramallah, une Muqata'a brisée, fracassée. Il était dans une petite partie de son quartier général et Sharon, qui avait toujours l'obsession personnelle de Arafat, voulait en finir avec le cas de Abu Ammar, qu'il avait tenté, il avait visé à Beyrouth à maintes reprises. Et puis, il y a eu ce qu'on dit l'appel téléphonique où il dit à Bush, où Bush lui dit laisse Dieu faire son travail par rapport à Arafat. Il lui dit mais on peut aider Dieu à le faire et avec toute la question après de est-ce qu'il a été empoisonné ou pas, etc. Par ailleurs, pour juste une petite anecdote, l'une des fois où Arafat a été visé à Beyrouth, il y a ma sœur qui est là, on aurait pu être visé nous-mêmes parce qu'Arafat était dans notre bâtiment à Ras al-Naba. Sauf que durant l'invasion israélienne, l'intelligence artificielle n'existait pas et il paraît qu'on a demandé aux pilotes, même mes parents ne savent pas ça, on a demandé aux pilotes de frapper le 7e immeuble de la rue. Au lieu de commencer à droite, il a commencé à gauche. Et il a frappé le 7e immeuble à gauche. Donc nous et Arafat, on a survécu. Malheureusement pour les gens de l'autre immeuble qui s'est écroulé et qui a fait 42 morts. J'ai vu plus tard dans certains archives militaires comment l'erreur a été faite par le pilote. Donc il y avait chez Sharon cette obsession d'en finir avec Arafat et
il l'a eu finalement en 2004, au milieu de l'après-guerre en Irak, de son siège à Ramallah, et c'était plus ou moins aussi presque la fin de la deuxième intifada, puisque c'était une nouvelle invasion de ce qu'on avait considéré la zone A de l'accord d'Oslo, parce que comme vous le savez peut-être, Oslo, c'était trois zones aussi, A, B, C. A, ce sont les villes palestiniennes, les centres urbains où il y a la majorité de la population. B, ce sont les zones rurales. Zone A était sous contrôle palestinien. Zone B, sous administration palestinienne, mais contrôle militaire israélien. Et puis la zone C, qui fait plus de 60% de la Cisjordanie, qui est la moins peuplée. C'est du côté de la frontière jordanienne, c'est là où il y a les ressources d'eau, c'est là où il y a des communautés bédouines, notamment dans le sud de cette zone, et c'est là où Israël aujourd'hui intensifie la colonisation et chasse ce qui reste des petites communautés, notamment dans le sud, afin d'annexer au moins cette zone dans leur projet d'annexion de la Cisjordanie. Et ils contrôlent aujourd'hui totalement cette zone C, totalement la zone B. Il ne reste que des petites poches dans la zone A qui sont sous autorité palestinienne, mais envahissables à tout moment par l'armée. Et c'est pour ça qu'avec aussi, encore une fois, 2004-2005, il y a un tournant qui, malheureusement, avec les élections aussi, et puis la guerre entre le Fatah et le Hamas, va mener à une catastrophe palestinienne qui va avoir des conséquences pendant très longtemps. Alors, on passe peut-être maintenant à la dernière décennie avant le basculement, c'est-à-dire la décennie 2010, qui est importante. Vous consacrez un chapitre entier aux printemps arabes. Donc, cette décennie qui s'ouvre avec 2011, les bouleversements régionaux. Première question, quel est, selon vous, comment comprendre ces bouleversements, en quoi ils ont pesé sur l'agenda politique israélien? Et peut-être à partir, si on s'intéresse de plus près à la Syrie comme vous le faites, en quoi cette nouvelle coalition contre l'État islamique réactive en fait ces projets de guerre contre le terrorisme et implique de nouveau différents acteurs internationaux et régionaux qui vont prétendre mener une guerre contre le terrorisme et bien sûr faire avancer chacun leurs propres intérêts. Alors, le moment de 2010-2011, qui est un septième moment de rupture ou de basculement dans la région, c'est le moment où enfin les sociétés arabes tentent de prendre l'initiative, que la politique ne se fait plus par régime et par acteurs externes, c'est la sociologie politique arabe qui commence à peser sur les processus. Il y a un taux de fertilité qui a changé, il y a moins d'enfants par foyer, il y a plus de mobilité, il y a eu plus d'urbanisation dans le monde arabe, donc plus de continuité territoriale dans les centres urbains où les gens peuvent circuler, peuvent échanger. Il y a les réseaux sociaux et Internet qui met fin à la censure. Il y avait déjà, à partir des années 90, le phénomène Al Jazeera, suivi par 2002, l'Arabia, et suivi par plein d'autres après. Donc, si jamais il y a une censure en Syrie ou en Égypte ou en Libye ou ailleurs, avec une télécommande et avec le dish, comment on l'appelle, les paraboles. Et si vous voyez les villes arabes, c'est des parapluies. C'est partout des paraboles. Ça coûte $10. On met un parabole, tchouk, avec tout est piraté, la télécommande, on passe à autre chose. S'il y a un documentaire sur les animaux au moment où il y a des assassinats dans un pays, on passe à Al Jazeera et on sait que quelque chose se passe. Donc la censure est devenue obsolète. Il y a une nouvelle génération qui est en contact avec les diasporas, qui sait ce qui se passe dans le monde, qui lit un peu plus qu'avant. Il y a des blogs, il y a des individus qui ont de l'influence. Il y a des changements économiques aussi importants, avec plus de chômage, bien qu'il y a plus de revenus dans certains cas, une distribution de la richesse de plus en plus injuste, des corrompus au sein des pouvoirs arabes de plus en plus insupportables et arrogants avec l'impunité qui règne dans plusieurs pays. Et puis, il y a une génération vieillissante de chefs arabes qui ne souhaitent pas abandonner le pouvoir. Donc, en Tunisie, Ben Ali est là depuis 87, c'est la première révolution. L'Égypte, Moubarak est là depuis 81, c'est la deuxième révolution. La Libye, Kadhafi est là depuis 1969. Troisième révolution, Ali Abdallah Saleh au Yémen depuis 78, Yémen du Nord, et puis 90 après l'unification. Il est toujours en place en 2011.
Les khalifas au Bahreïn sont là depuis toujours, mais c'est une monarchie, peut-être c'est une autre configuration. Et puis, Assad père et fils sont en Syrie depuis 1970. Et c'est en plus la seule succession dans un cadre républicain. Quand Bachar a pris le pouvoir après son père, il n'y avait que la Corée du Nord, où on est passé de Kim Il-sung à son fils. Ça va être suivi plus tard par deux autres, au Azerbaïdjan, les Aliyev, et au Togo, je pense, il s'appelle Ali Bongo, exactement. Mais Assad, c'était avant. Il avait inauguré, après la Corée du Nord, ce qu'on a appelé les républiques monarchiques arabes. Donc les révolutions arrivent à un moment où on était face à une lassitude, une attente, des peurs, des craintes, et ça a surpris tout le monde. Avec un courage exceptionnel, avec de l'humour, avec des rues investies par la foule, avec des espoirs, des aspirations. Malheureusement, les contre-révolutions vont être extrêmement violentes. Les monarchies du Golfe, à part dans le cas syrien, mais je vais le dire un peu plus tard, vont être dès le début opposées aux révolutions, exception faite du Qatar, pour des raisons aussi propres au Qatar. Et on est face à un nouveau monde arabe où certains considèrent que tout est possible. Tout est possible dans le sens où le pire comme le meilleur. C'est un champ d'opportunités et un champ de possibilités qui s'ouvre avec les révolutions arabes. C'est comme si on est dans une recherche d'un temps perdu. Et je ne pense pas que c'est juste une métaphore quand les Libyens et les Syriens reviennent à leur drapeau de l'indépendance pour en finir avec un drapeau bassiste qui les écrase depuis 1963 dans le cas syrien, ou au drapeau vert de Kadhafi qui est en place depuis qu'il a initié sa révolution culturelle dans les années 70, donc depuis aussi en 2011, plus de 40 ans. Ce moment qui va durer jusqu'en 2013 va avoir à la fois la catastrophe syrienne qui va le bloquer et qui va faire peur à plein de sociétés. Si vous voulez le changement, regardez le résultat. Une guerre acharnée par un régime qui va tout utiliser, de l'aviation aux barils explosifs, aux missiles Scud, l'arme balistique, jusqu'à l'arme chimique. Et la seule ligne rouge qui lui a été émise, celle de l'arme chimique, il va la franchir. Et même, d'ailleurs, Obama avait fait cette déclaration ridicule et qui va avoir des conséquences criminelles même. Si on lui met juste l'arme chimique comme ligne rouge, alors tout le reste semble ne plus être une ligne rouge. Les bombardements, la torture, etc. Obama, après, regrette, il dit que c'était une mauvaise formule, mais de toute façon, toujours, les regrets ne servent à rien que vendre des livres. L'histoire a montré ce dont les résultats sont capables. Hein. La catastrophe syrienne, en partie, elle était à cause de cette impunité et à cause du fait que Assad va tout essayer contre sa population, puis la Russie va intervenir, l'Iran intervient, envoie le Hezbollah libanais, les Saoudiens et autres interviennent, non pas pour soutenir le changement démocratique en Syrie, mais pour bloquer les Iraniens et les affaiblir. Les Turcs interviennent avec leur œil sur les Kurdes. Et après le coup d'État militaire en Égypte et la fin d'une expérience semi-démocratique, semi-autoritaire, après l'élection de Morsi, aussi ce coup d'État annonce un nouveau rythme qu'on va voir plus tard. La guerre en Libye commence. Haftar tente de répéter la même chose contre le gouvernement à l'ouest du pays et l'euphorie ou les espoirs des révolutions commencent à s'éteindre. Puis il y a la montée de Daesh créée en Irak qui se projette sur la scène syrienne. Les Israéliens, au milieu de tout cela, étaient à la fois inquiets des changements, parce que, comme l'avaient dit plusieurs observateurs israéliens, on préfère les paramètres qu'on connaît, on préfère les acteurs que nous connaissons plutôt que tout ce qui peut être une nouveauté, un changement de paradigme. Vaut mieux connaître les diables présents que les diables qu'on ne maîtrise pas.
Et sur la scène palestinienne, Hamas va tenter d'empêcher l'émergence de Daesh à Gaza, parce que pour eux, c'était évidemment très important de ne pas permettre un argument qui dit que voilà, chez vous, il y a Daesh. Et de toute façon, les frères musulmans étaient extrêmement opposés, en général, partout, à Daesh pour des raisons théologiques, pour des raisons politiques, pour toutes sortes de raisons. Et en Syrie, ils vont les combattre à travers leur formation en place, etc. Donc, moi, je pense que, autre que ce moment qui montre des changements et qui montre de quoi les sociétés sont capables, si on les laisse mûrir leurs expériences sans violence, parce que la violence que la région subit est inouïe. C'est pas normal que les gens se sentent de temps en temps condamnés à se faire tuer. C'est ce sentiment qui s'est installé dans plusieurs sociétés arabes paralyse la politique, paralyse les constructions politiques, parce que soit il y a des assassinats, soit il y a des déplacements forcés, soit il y a une guerre, soit il y a des interventions. Et la normalisation de la violence en Syrie, qu'on a vue pendant presque 10 ans, a contribué à la normalisation du génocide à Gaza, dans le sens où les corps arabes, les corps déchiquetés, les cadavres arabes sont exhibés tout le temps, et ça ne crée pas beaucoup de sympathie. On ne suscite pas beaucoup d'empathie dans plusieurs sociétés. Et donc, on a habitué presque les gens à considérer que la ruine dans le paysage urbain, l'urbicide, avec les raids aériens, que les corps arabes, c'est presque du quotidien. Et de toute façon, ces sociétés sont comme ça. Quand quelqu'un d'éduqué, encore une fois comme Obama, dit que les conflits là-bas sont des conflits millénaires, c'est qu'il s'inscrit complètement dans la démarche culturaliste qui considère que là-bas, de toute façon, les gens sont habitués à tuer, à se faire tuer. Et donc la guerre fait partie de leur ADN presque. Et quand on a ce genre de déclaration, n'en parlons pas des clowns des extrêmes droites partout qui ajoutent des couches, mais même quelqu'un comme Obama, même des écrivains qui tombent dans des pièges du genre que de toute façon là-bas on peut rien faire, ou ce sont les sunnites et les chiites qui se battent, ou que la question palestinienne n'a pas de solution parce que les juifs et les musulmans se battent pour une terre. Quand on réduit des questions politiques qui ont leur histoire, qui ont leurs éléments matériels, qui ont leur dynamique économique, culturelle, sociétale, on les réduit à des raisons presque essentialistes où là-bas les gens sont comme ça. Et donc, pourquoi l'empathie, pourquoi la solidarité, pourquoi la mobilisation? Et dans ce sens-là, le laboratoire syrien, avec une intervention russe, une intervention iranienne, une intervention américaine, l'intervention turque, les guerres kurdes, etc., donne cette impression pour quelqu'un qui ne veut pas lire, qui ne veut pas un peu penser, qui considère que tout est compliqué, nanana, donne l'impression que cette zone est à part. Et donc, si les Israéliens tuent des Palestiniens après, c'est comme si les Palestiniens méritent cela parce que ils sont comme les autres, ils cherchent leur mort, ni la question du droit à l'autodétermination, ni la question de la dignité humaine, ni la question de l'indépendance palestinienne, ni la question d'une terre qui a été occupée pour des raisons coloniales. Et moi, je suis de ceux qui disent que c'est Balfour qui est la base de la question et non pas la Shoah. Évidemment, la Shoah a accéléré l'histoire et a donné des arguments à certains Européens qui, comme le dit Henri Laurence d'ailleurs, et comme le disait Ben Gurion, qui transforment une question juive européenne en un problème palestinien arabe. C'est vrai que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui mène à cela, avec, avant cette guerre, les pogroms et la barbarie contre les Juifs européens, mais c'est la promesse ou la déclaration du Lord Balfour et la politique coloniale britannique qui permet à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'arriver en Palestine, de commencer à modifier la démographie et donc permet au projet sioniste de commencer à se réaliser. Après la Deuxième Guerre mondiale, crée l'État d'Israël, si vous voulez, mais ça a commencé là-bas. Et avec donc, pour revenir à 2011, c'était juste une parenthèse, cette idée des corps arabes exhibés, de la destruction, de la ruine, de la facilité de tuer dans cette région, va certainement profiter aux Israéliens qui, par contre, sont européens. Dans l'imaginaire de certains en Europe, ils s'identifient à eux,
On raconte leurs histoires quand il y a des victimes israéliennes, et il y a évidemment des victimes israéliennes qui sont ciblées. Donc, on raconte leurs histoires, on raconte leurs rapports sociaux, on voit leurs maisons, on voit le deuil on voit la qualité humaine de tout être qui doit être respecté. S'agissant des Palestiniens, jamais un reportage ne cherche à les humaniser comme il le faut. Jamais on montre leurs histoires, leurs succès, leurs réussites, leurs cœurs brisés, leurs maisons, leurs souvenirs. Tout ce qui peut les rapprocher à nous n'existe pas. On les montre juste en train de subir une violence qui devient normalisée, ou bien on n'accepte pas, et ça c'est une autre chose qui montre les réflexes coloniaux. On ne souhaite pas des Palestiniens qui marchent la tête haute. On ne souhaite pas des Palestiniens résilients et résistants. Okay. On peut après évaluer les actes de guerre commis par les Palestiniens. On peut certainement parler durant le 7 octobre, dans la deuxième phase, parce qu'on a souvent oublié la première phase qui était une attaque contre des positions militaires israéliennes qui encerclaient Gaza. Il y a plus de 400 soldats et policiers israéliens qui ont été tués durant cette première phase. Mais dans la deuxième phase, oui, il y a eu des crimes de guerre contre des civils israéliens dans les kibbutz et le Rave Party. Il n'y a aucun problème à le dire à partir du droit international. Mais appliquons le droit international sur tout le monde. Et appliquons la couverture médiatique de la même manière sur tout le monde et la question de la déshumanisation de cette région et surtout des Palestiniens qui ne se laissent pas faire, elle est complice du génocide. Parce que quand on déshumanise un peuple et quand on cherche à considérer que la violence qu'il subit, il la mérite, on donne toute la légitimité au génocide et en plus on censure l'usage du terme. Donc on veut que le génocide soit invisibilisé, passe sous les radars comme si rien n'était et on se contente de documentaires et de reportages sur les victimes du 7 octobre. Donc c'est ça qui a créé le grand décalage et le moment de 2011, en partie avec la violence en Syrie et sa légitimisation a contribué à cela. Et ce moment, cette toute fin de la décennie 2010, donc la veille du 7 octobre, on a, à toute fin de la décennie 2010, les accords d'Abraham, qui, évidemment, sont le prélude aux normalisations qu'on voit aujourd'hui, après les 2 années de génocide. Est-ce qu'on peut parler, alors je pense que vous avez rendu les épreuves du livre avant le dit cessez-le-feu et avant les discussions autour d'une force internationale de stabilisation, mais qui sont quand même des points intéressants à discuter au regard de votre ouvrage et de toute la perspective historique, notamment autour du rôle du Conseil de sécurité. Donc, première chose sur le cessez-le-feu, je dis cessez-le-feu, puisqu'effectivement, depuis un mois, il y a eu plus de 400 morts à Gaza, et des deux côtés de la ligne jaune d'ailleurs, et le respect du protocole humanitaire le protocole n'est pas respecté par Israël, donc il n'y a pas de cessez-le-feu en réalité. Enfin, je vous laisse du coup y répondre cette question, à savoir, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous considérez le cessez-le-feu comme finalement un moyen qui permet à Israël de poursuivre ses objectifs dits de guerre par d'autres moyens? Et est-ce que, sur le temps long de l'histoire, vous pensez que cette utilisation du registre du cessez-le-feu et du registre de la paix pour en réalité poursuivre la guerre, vous l'avez déjà analysé, compris dans d'autres pays, sur d'autres terrains, ou même sur le terrain palestinien, mais plus... Alors, juste par rapport aux accords d'Abraham, c'était aussi un moment où les Américains se félicitaient, et les Israéliens aussi, du fait que des pays arabes peuvent signer des accords de paix et de normalisation avec Israël sans évoquer les Palestiniens. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont signé les accords d'Abraham n'ont aucune frontière et aucune dispute, entre guillemets, territoriale directe avec les Israéliens. Le Bahreïn, il obtient en échange une protection américaine face à ce qu'il considère une menace iranienne. Les Émirats arabes unis, extrêmement lointains, qui aussi obtiennent une protection et des accords par rapport à leur armement. Puis il y a le Soudan, qui obtient la levée des sanctions américaines, et le Maroc, qui obtient une reconnaissance de sa souveraineté au Sahara occidental. Donc, un accord avec Israël a payé à des États d'obtenir des choses qui n'ont rien à voir avec
la question palestinienne ou même la question israélienne, si vous voulez. Et en échange, ils ont obtenu des choses qui leur sont propres et qui parfois peuvent contredire certaines résolutions. Et pourquoi le Soudan était sous sanction et pourquoi on a levé les sanctions. Les sanctions n'avaient rien à voir avec Israël, étaient par rapport au Darfour. Et rien n'a été réglé au Darfour. Malgré ça, on a... Donc, si avant, il y avait certains régimes arabes qui considéraient que, ou certains acteurs arabes qui disaient qu'il faut en finir avec la question palestinienne parce que ça va nous permettre de passer à autre chose, de passer à une démocratisation, on ne doit plus rester piégé et emprisonné par le paradigme palestinien, on peut avoir... c'est bon, on doit penser à notre échelle nationale et aller de l'avant. Ces accords-là montrent que c'est tout à fait faux. Parce qu'on peut faire des accords avec Israël et préserver une structure autoritaire, avoir en échange des violations du droit et avoir en échange un soutien américain, peu importe ce qu'on fait à l'intérieur. Donc, toute l'idée que si on se libère de la question palestinienne, on peut se développer politiquement et économiquement est totalement fausse. Comme le même argument, mais opposé, qui disait que rien n'est possible avant de libérer la Palestine. Donc, ni les droits des gens à la régime syrien, je veux dire, et à ce qu'on appelle Moumana. Donc, on écrase les sociétés au nom de la lutte pour la libération de la Palestine. On ajourne toutes les questions et tous les défis et comment y répondre en évoquant la Palestine. Là, c'est l'inverse. On peut faire la même chose, mais en évoquant la paix et en recevant le soutien américain. Le processus des accords d'Abraham a été interrompu, évidemment, non seulement avec le 7 octobre, mais en plus avec la non-élection, réélection de Trump. Là, ça reprend un peu, mais avec des conditions saoudiennes qui lient cette fois la question palestinienne à une possible normalisation. Et il y a la nouvelle Syrie qui est invité à rejoindre les accords d'Abraham, mais c'est très difficile pour les nouvelles autorités à signer parce que non seulement Israël exige une reconnaissance syrienne de l'annexion du Golan et que le Golan n'est plus un territoire syrien. Il faut rappeler quand même que Shara s'appelait Joulani. Difficile pour un Joulani de signer que le Joulan est maintenant israélien. Et puis, il y a d'autres territoires syriens qui ont été occupés depuis, et Netanyahou leur a rendu visite hier, je pense, a été dans ces nouveaux territoires, et Israël veut un couloir dans le sud de la Syrie lui permettant de devenir un acteur majeur sur la scène syrienne, ce qui est très difficile pour le nouveau gouvernement d'accepter, même s'il souhaite avoir de l'aide américaine qui est conditionnée par cette normalisation. Donc, on peut imaginer d'autres acteurs aujourd'hui signer des accords avec Israël, mais pas pour tout de suite, parce qu'il y a la question palestinienne qui n'est plus facile à digérer comme quand on a senti que la Palestine n'était plus sur la carte politique. On l'a oublié pendant un moment. En 2018, 2019, 2020, il était plus facile d'aller vers des normalisations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ça c'est sûr. Par contre, est-ce que les Israéliens ont abandonné leur plan de pousser les Razaouis à quitter Raza? Moi, je ne pense pas. Le cessez-le-feu, les Américains le voulaient à tout prix et ils l'ont imposé à Netanyahou parce que Trump le voulait en tant que succès diplomatique. Je ne pense pas qu'il a abandonné son projet de rivière à Raza, mais ça a pris d'autres formes. On évoque aujourd'hui, par exemple, tous les débris. Il y a 60 millions de tonnes de débris, de ruines à Gaza. Ils peuvent créer des îles artificielles à travers tout ce matériel, créer des villes artificielles, des ports de tourisme, monter des immeubles et dire que ce n'est pas la propriété des Palestiniens. Moi, je ne pense pas que Trump et les gens autour de lui sont loin de ce genre de réflexion. Et les Israéliens, en rendant la vie impossible à Gaza, autre que le génocide qui se poursuit, Et bien que le cessez-le-feu a réduit le nombre de victimes quotidiens, mais la guerre se poursuit. La ligne jaune, donc les 50% du territoire de Gaza qui est toujours sous occupation, c'est le territoire où il y a de l'agriculture, c'est le territoire où les terres sont fertiles. Le reste, c'est soit il était urbanisé de toute façon, et là il est herbicidé,
et puis c'est le sable de la mer. Donc, en préservant cette occupation, c'est aussi de rendre la vie difficile. L'eau potable, à 93%, ne l'est plus. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, alimentaire possible. Ils ont détruit les hôpitaux et les écoles et les dispensaires et les universités. Et ils sont en train d'encourager à travers des sociétés écrans créées à deux sociétés déjà, d'envoyer des personnes vers l'Indonésie, vers l'Afrique du Sud, vers des destinations. Donc ils veulent poursuivre leur guerre et poursuivre le changement démographique qu'ils souhaitent opérer à Gaza. Face à eux, il y a toujours cette résilience palestinienne incroyable. On voyait les images. À chaque fois qu'il y avait un mini cessez-le-feu, des centaines de milliers marchaient vers le nord. Ils ont été à combien de temps? Vers le sud, vers le nord, avec en même temps les tentes dans lesquelles ils vivent, avec l'absence de toilettes, avec l'hygiène, avec les femmes et leur pudeur et leur dignité, quand il y a des grossesses, quand il y a des règles. Donc, on a fait vivre aux Palestiniens des conditions inimaginables. Et malgré cela, il y a toujours cette volonté de rester sur la terre palestinienne et la démographie, il faut le rappeler, 7,2 ou 3 millions de Palestiniens sont toujours en Palestine historique, à Gaza, en Cisjordanie, Jérusalem-Est, et les Palestiniens citoyens d'Israël. Donc, ça va être très difficile aussi pour les Israéliens, malgré toute l'impunité et malgré la poursuite de la guerre. Entre parenthèses, vous savez aussi, depuis le cessez-le-feu au Liban, il y a à peu près un chiffre pareil de morts. Hein, avant-hier ou avant-avant-hier, il y a eu 13 morts, 14 morts à Ain al-Halwe, dans le camp palestinien de Saïda. Le lendemain, il y a eu un directeur d'école tué dans le sud. Chaque jour, il y a 1 à 2, 3, parfois plus de morts depuis le cessez-le-feu. À Gaza, on est entre 8 et 10 par jour. Comme moyenne. Et évidemment qu'il y a toujours la volonté de continuer cette pression israélienne, mais je pense que du côté de Trump, il ne veut pas un retour aux opérations militaires de grande envergure. Il peut tolérer les crimes quotidiens auxquels on assiste, mais pas un retour à la même ampleur militaire qu'on a vu avant. Je le pense. Parce qu'il veut montrer qu'il a réglé cette question pour passer à d'autres. Et puis, il y a sur lui une pression aussi de certains régimes arabes qui sont extrêmement embarrassés et qui ont peur. Pas seulement parce qu'il y a l'embarras, parce qu'il y a la peur, les Égyptiens, les Jordaniens, et puis les monarchies du Golfe qui, en plus, ont investi énormément dans l'armement américain, dans les rapports avec les États-Unis. Et il y a eu l'humiliation du Golfe quand Israël a attaqué le Qatar. Ils ont acheté des systèmes de défense anti-air qui n'ont pas fonctionné. Ils ne fonctionnent que contre l'Iran. Donc, il y a des missiles qui arrivent à Doha et il n'y a pas de système anti-air, bien qu'ils ont dépensé des milliards de dollars. Ça n'intercepte pas les missiles israéliens ni au-dessus du sol saoudien, ni au-dessus du sol qatari. Et ça aussi, pour les monarchies, était une humiliation de trop. Et je pense que Trump a réalisé cela. Et donc, peut-être on va rester dans une violence terrible, comme celle à laquelle on assiste, mais sans un retour à de grandes opérations militaires israéliennes. On va peut-être ouvrir les questions à la salle. Si quelqu'un... Oui, déjà, Amira, peut-être. Merci beaucoup. Peut-être plusieurs questions. Commencer, d'accord. puis on prend une série de questions. Ok. Première salle. J'ai plusieurs questions, mais celle que je vais poser maintenant, c'est à propos des territoires et ce qui se passe dans les territoires. Et pourquoi les territoires sont complètement absents. La Cisjordanie. Oui, oui, ce que j'ai. Sont tout à fait été absents du plan Trump et le fait que les choses qui se passent là commencent à ressembler à ce qui s'est passé à Gaza et personne ne semble capable ou intéressé à agir. Merci. Merci beaucoup. Comme d'habitude, tu n'as pas autre clarté, autre pédagogie. J'ai juste par rapport Leïla tout à l'heure a posé la question par rapport au ce qu'on appelait le printemps arabe. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle maintenant la génération Z? Enfin, je parle surtout du cas du Maroc.
bien sûr, il y a la répression, déjà 3 morts et plusieurs milliers en prison, etc., etc. Est-ce que c'est dans le même contexte pour vous ou pas? Merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant du coup le désarmement imposé du coup au Hamas. Comment pensez-vous qu'il puisse contourner, parce qu'il semble qu'il cherche à le contourner. Et il y a aussi la question des combattants qui sont restés coincés dans les tunnels. Et c'est des négociations qui cherchent à voir les faire sortir. Sans qu'ils soient tués par Israël, puisqu'ils refusent la reddition. Du coup, comment pensez-vous que ces questions-là puissent se résoudre? Je crois. Alors, juste pour Lucie, par rapport à... J'ai oublié d'évoquer la Cisjordanie, parce que c'est vrai que ce qui se passe en Cisjordanie depuis... D'ailleurs, depuis avant le 7 octobre, depuis l'année 2023, avant le 7 octobre, était l'année la plus meurtrière au niveau des attaques des colons contre les communautés bédouines et contre les villages palestiniens en Cisjordanie. Et certains des rapports par rapport au 7 octobre stipulent que Netanyahou a envoyé des troupes militaires, des soldats israéliens de l'enveloppe de Gaza vers la Cisjordanie afin de protéger les colons qui accentuaient, qui accéléraient leurs attaques contre les Palestiniens. Donc la situation là-bas, elle est depuis 2023 explosive et là, ça devient de plus en plus difficile, la vie quotidienne des Palestiniens avec la récolte des olives, avec les attaques quotidiennes sur leur bétail, avec les vols, avec les scènes de torture, avec les meurtres, protégés par l'armée. Et c'est ça dont je parlais quand on évoque une question de colons qui devient, elle n'est plus marginale par rapport à la société israélienne, elle est au cœur du fonctionnement de l'État israélien. Et donc la question certains Israéliens l'avaient évoqué après 1967, que attention les colons, la colonie, ça va changer un peu la culture politique. Ça a eu lieu déjà. La culture politique, elle est de plus en plus favorable à cette expansion coloniale et aux actes des colons, ou du moins on ne s'intéresse pas, on les laisse faire ce qu'ils font, mais ils sont protégés par l'armée. Et quand on parle d'apartheid en Cisjordanie, la Cour internationale de justice l'avait confirmé, c'est parce qu'il y a à la fois là-bas des lois différentes. Donc il y a une loi pour les colons et il y a une autre loi pour les Palestiniens, une loi militaire pour les Palestiniens. Après, il y a une séparation dans l'espace. Il y a des autoroutes qui sont exclusivement pour les colons et des autres pour les Palestiniens, ou pour arriver d'un lieu à l'autre, au lieu de passer en 20 minutes, ça peut prendre une journée. Il y a 811 checkpoints dans la Cisjordanie. Il y a un mur de séparation qui confisque une partie du territoire palestinien déjà, de ce qui reste de la Cisjordanie. Et donc la situation, elle est là-bas extrêmement tendue. Les réactions internationales, il y a des condamnations. Mais ça pose aussi la question des sanctions et la question même de la reconnaissance de la Palestine. On ne l'a pas évoqué récemment, de la France, de plusieurs pays européens. C'est très bien la reconnaissance, mais sans sanction, elle ne servira pas à grand-chose. Elle reste un geste symbolique important, ça peut être un geste politique important, mais il faut qu'il y ait des sanctions contre les Israéliens, et non pas contre 4 ou 5 colons ou contre Ben Gvir et Smotrich. Ça, c'est très facile. L'idée, c'est d'arrêter certaines formes de coopération. L'idée, c'est de faire respecter les mandats d'arrêt, ou bien au moins de menacer que ces mandats d'arrêt vont être respectés. La réponse, c'est aussi de protéger la Cour pénale internationale. Vous suivez ce qui se passe avec... Ça, c'est surréaliste. C'est-à-dire, il y a un procureur et des juges qui ont travaillé sur les crimes israéliens et qui ont décidé que Netanyahou et Gallant méritent des mandats d'arrêt. Il faut les arrêter. Et en plus, ils ont ajouté 3 responsables du Hamas, Haniyeh, Deif et Senwar. Les 3 responsables du Hamas ont été tués par Israël, de toute façon. Donc, il y a 2 mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant. Au lieu de faire respecter ces mandats d'arrêt, ou du moins de ne rien faire,
il y a eu des sanctions américaines contre le procureur et les juges. Ils n'ont plus accès à certains de leurs comptes bancaires, ils ne peuvent plus aller sur le sol américain, certains de leurs proches là-bas peuvent être exportés des États-Unis, certains n'ont plus accès à leur email, parce que email c'est Microsoft et Google, donc c'est bloqué. Ils ne peuvent pas faire des transactions bancaires parce que tout passe par la New York Citibank. Ils ne peuvent plus faire des mises à jour de leurs applications parce que c'est soit Google Play, soit c'est Apple. Leur vie a changé juste parce qu'ils ont osé, donc un juge français, ils ont osé dire aux Israéliens que vous êtes aussi sous le droit. Et Karim Khan avait dit dans son entretien, je pense, avec le Guardian, il y a pas mal de temps, il a dit que des responsables occidentaux, il ne les a pas nommés, l'ont appelé et lui ont dit, écoute, la Cour pénale internationale a été conçue, évidemment, il l'a dit en anglais, to go after African and Arab thugs, pour aller contre les voyous africains et arabes. Si tu touches aux Israéliens, tu touches à nous. We will go after you. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est pour ça que je disais qu'il y a un effet miroir aussi entre certains responsables occidentaux et les responsables israéliens, parce qu'ils sont dans une même logique raciste, coloniale, etc., contre ces Palestiniens et ces Arabes et ces Bruns qui sont là, ils nous embêtent ici, ils nous embêtent là-bas, etc. Donc il y a cette logique raciste aussi qui contribue à l'effritement de l'état de droit et à l'universalisme du droit. Et par rapport à la Cisjordanie, donc, tant qu'il n'y a pas de sanctions, je ne vois pas pourquoi les colons vont arrêter leurs attaques. Pour la génération Z, moi je pense que oui, il y a une génération Z, évidemment. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la suite des révolutions arabes. Après le premier échec, il y a eu une deuxième vague de révolutions. Soudan, Liban, Algérie, Irak. Et encore une fois, entre la violence, entre les crises économiques, entre les fragilités aussi des mouvements de contestation qui n'avaient pas des agendas politiques élaborés et solides. Le Covid, et certainement le Covid a aidé les gouvernements à imposer comment on les appelle, les confinements, on a oublié le terme, les confinements et personne n'a le droit de circuler. Et puis, dans le cas libanais, il y a eu l'explosion du port et l'effondrement de l'économie. Dans le cas irakien, la violence s'est déchaînée sur les Irakiens, les milices et les assassinats, etc. Le cas algérien, l'armée a sacrifié Bouteflika et est revenue en puissance au pouvoir. Le Soudan, il y a eu le compromis entre le Burhan, Hamiti et les jeunes de la révolution qui va exploser après et on voit le résultat dans la guerre invisibilisée pour des raisons racistes aussi. On ne parle pas du Soudan, y compris dans le monde arabe, on ne parle pas suffisamment du Soudan, avec la politique des Émirats arabes unis là-bas, avec les crimes contre l'humanité commis dans le même Darfour à l'ouest du pays. Mais on a vu au Maroc, on l'a vu même avant que les gens descendent dans la rue pour des raisons sociales, et économiques et politiques, même par rapport à la Palestine. Moi qui est fan de football et de stades de football, il n'y a jamais eu autant de mobilisation dans un pays qui avait normalisé et qui avait signé les accords d'Abraham que dans les stades marocains, avec des chants d'une beauté, d'une puissance au niveau de la parole, même au niveau de la musique et tout, montrant que les sociétés sont ailleurs, sont contre ce qui se passe, et ça se traduit par la nouvelle génération qui est dans les rues. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une telle fatigue dans les sociétés arabes et un sentiment d'impuissance que la guerre à Gaza a ancré, a consolidé, qu'on ne peut rien faire. Que voilà ce qui se passe, on est à un des chants des stades algériens qui dit Yad Daoula, on veut aller combattre Doun Aslah ou quelque chose comme ça, on veut aller combattre les sionistes. Ça, c'est aussi un genre d'annonce que on ne peut rien faire. C'est normal qu'on laisse à quelques centaines de kilomètres un génocide pendant 2 ans. 2 ans. Ou bien les Égyptiens qui sont à quelques kilomètres. Donc aussi cette impuissance et la frustration qui va avec peut paralyser
peut ne pas nécessairement mener à des mobilisations. Elle peut aussi étouffer les gens, mais le potentiel est toujours là. Le Maroc en est une preuve, mais il y a d'autres preuves aussi qui s'expriment à travers l'art, à travers les récits, à travers la documentation, à travers le travail juridique. Et je pense qu'on va rentrer dans une phase aussi de beaucoup plus de procès contre les Israéliens, que ce soit les responsables ou même des soldats binationaux, ou le travail qui se fait sur le net pour repérer à travers les vidéos les criminels, ceux qui même étaient fiers de montrer, d'exhiber leurs crimes, et ça se poursuit, et ça va se poursuivre, donc ça peut aussi être un paramètre qui, je ne veux pas dire qui change les choses, mais qui met de la pression sur les Israéliens. Pour les combattants du Hamas, honnêtement, je ne sais pas. Ça va être très difficile, une solution par rapport aux combattants, comme de Hezbollah d'ailleurs au Liban, parce que, parlons du Hamas avant, cette humiliation aussi voulue par les Américains et les Israéliens ne va pas passer facilement. Ça va créer d'autres problèmes. Ils ont armé des gangs et des milices dans la zone toujours occupée. Il y a aussi d'autres clivages à Gaza même. Ce n'est pas seulement Israël qui en est responsable. Il y a des familles qui sont opposées au Hamas. Il y a d'autres groupes politiques, etc. Mais je pense qu'il n'y a plus d'armes lourdes chez le Hamas. Les questions des Kalachnikov et des combattants ne peuvent pas être résolues. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher chaque personne, l'arrêter, lui arracher son Kalachnikov. Ça se fait pas comme ça. Mais l'idée que la zone va connaître peut-être à partir de la résolution onusienne qui confirme le plan américain, qui d'ailleurs ne reconnaît pas clairement le droit à l'autodétermination des Palestiniens, mais qui évoque l'État. Pour la première fois, les Américains n'avaient pas l'habitude de le faire. Peut-être dans ce cadre-là, une force arabe multinationale va transformer certains jeunes de Gaza en policiers. Peut-être le Hamas trouvera un moyen politiquement d'exister différemment. Mais je pense que ça va être très difficile aussi pour le Hamas les années à venir. Et dans le cas du Hezbollah au Liban, c'est un autre casse-tête. Parce que, évidemment, l'État libanais doit monopoliser les armes. Évidemment, l'État libanais doit être le seul acteur qui décide de la guerre et de la paix. Mais comment on le fait aujourd'hui? Sous pression américaine, sous raid aérien israélien chaque jour. Ça donne des arguments même à Hezbollah qu'on ne veut pas désarmer. Et l'armée libanaise ne veut pas rentrer en guerre civile non plus avec Hezbollah. Et je ne pense pas que beaucoup de Libanais veulent ça. Mais les Américains font de la pression pour que cela se passe. Et les Israéliens maintiennent les raids aériens d'une manière quotidienne. Donc, il n'y aura pas de solution non plus, je pense, dans les prochains mois. J'ai beaucoup apprécié ton livre, Ziad, pour des tas de raisons, mais avec une raison en particulier. C'est le premier livre depuis longtemps qui n'a pas une vision déséquilibrée des choses. C'est-à-dire qui prend en compte les éléments qui existent, même si on trouve ces éléments ailleurs dans le discours politique. Donc j'ai eu un grand plaisir à le lire et je crois qu'en plus il est très lisible, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai quand même un doute, c'est pas une opinion, c'est un doute. C'est évident qu'on est au milieu d'une situation qui va de catastrophe en catastrophe. Et la manière dont tu racontes l'histoire permet de bien le mesurer, de ne pas être à côté. Mais j'ai l'impression, c'est pas fondé d'une manière scientifique, encore que, j'ai l'impression que tu as une opinion extrêmement négative de la période. Peut-être aussi parce que tu as écrit au milieu, pas après. On est plus intelligent après que pendant. C'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je trouve qu'il y a des éléments dans une catastrophe générale dont on ne peut pas douter. Il y a des éléments très positifs et beaucoup plus positifs qu'on ne l'écrit dans les médias français. D'abord, je dirais l'effondrement de l'image d'Israël dans les opinions. Et ça inclut les pays arabes, c'est-à-dire les sondages du CAREP Qatar montrent un refus
des accords d'Abraham, de la normalisation avec Israël. C'est encore plus net quand on prend l'ensemble des manifestations. On n'en parle pas en fait, on les voit sur Facebook, mais il y a eu un nombre de manifestations d'une ampleur absolument inégalée. Il faudrait remonter très loin pour voir ça. Et puis, il y a l'aspect onusien. Je ne dirais pas l'opinion publique, parce que les gouvernements votent comme ils veulent. Ils ne sont pas forcément sincères. Ils peuvent faire semblant. Mais quand même, le dernier vote, c'est hier ou avant-hier, toujours la même résolution depuis des années et des années à chaque Assemblée générale, c'est droit à l'autodétermination et droit à un État. Il y a 164 États qui ont voté. Et contre, il y en a 6. Jamais, à ma connaissance, un pays colonial n'a eu un tel effondrement de son image. Et je crois que l'élément le plus frappant pour moi, en tout cas, c'est l'état de l'opinion américaine, et y compris notamment des Juifs américains. C'est-à-dire, on a une bascule. L'opinion américaine est plus proche, c'est incroyable, des Palestiniens que des Israéliens. Et les Juifs considèrent à 49% qu'il y a un génocide. On n'a pas le même rapport qu'on a chez nous en France. Donc je trouve que tout ça, si on conclut avec le phénomène démographique très sérieux du point de vue israélien, qui se caractérise par un assèchement de l'ALIA, il y a très peu de gens qui viennent, c'est normal, on n'a pas envie de vivre ça, et surtout, il y a plein de gens qui partent, c'est-à-dire il semble qu'on est à des chiffres, c'est secret, hein, mais de 200 300 000 personnes qui sont parties depuis le 7 octobre. Donc, sous le coup du 7 octobre, mais aussi sous le coup de la politique israélienne telle qu'elle est insupportable. Juste une anecdote, si j'ose dire, que je trouve incroyable, il faudrait la faire connaître. Il y a une vidéo de soldats israéliens violant des prisonniers palestiniens. Cette vidéo a circulé d'une manière énorme, notamment en Israël, et une personne a été sanctionnée. Non pas un des soldats qui violait un Palestinien, mais la personne qui a fait circuler la vidéo. Donc on est dans la folie totale, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a des éléments de... Ça ne suffit pas à rattraper le reste, mais il faut quand même l'avoir en tête. Alors, j'avais deux parties, juste pour rebondir sur les Israéliens qui partent. Je me demande si ça ne va pas encore plus radicaliser la société israélienne, si ce n'est pas les plus modérés qui partent. C'était juste un élément comme ça. Pour le reste, je voulais savoir un peu plus sur les deux pays voisins, les deux pays voisins dont on a moins parlé, l'Égypte et la Jordanie. Savoir un peu ce qu'il en est tant au niveau des gouvernements que de la population là. Quel est l'état des lieux? Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux diasporas des pays arabes. Est-ce que, je sais pas, ici il y a de la littérature ou des commentaires sur des mouvements, des retours ou des allées vers les pays d'origine en fonction de la géopolitique, enfin, et notamment en France. Voilà, comment ça impacte les diasporas arabes et notamment peut-être les plus jeunes. Bonsoir Ziad, merci beaucoup. Una question sur les dynamiques géopolitiques de la Chine, de la Russie, s'il y a un rapport ou algo avec autres pays aussi, la question. La Russie et la Chine, comment elles peuvent répondre à la question. Merci. Pardon, excusez-moi, on a juste une dernière question sur le chat. On nous demande, Arrête annonce Je pense que le micro n'est Ah, pardon, vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Donc, Arrête annonce une escalade imminente au Liban contre le Hezbollah et même au-delà des bombardements actuels. Qu'en dites-vous?
Non, je ne sais, par rapport au futur, c'est difficile évidemment de donner des réponses, mais ce n'est pas exclu une escalade au Liban. Mais de toute façon aussi, aujourd'hui, les drones israéliens contrôlent l'espace libanais. Il y a chaque jour des bombardements. Ça peut continuer comme ça sans nécessairement aller vers plus de pression militaire sur le pays. Beaucoup, pas seulement sur Hezbollah, parce que tout le pays est dans un état extrêmement difficile aujourd'hui. Par rapport à la Russie et la Chine, pour le moment, n'a été impliquée directement politiquement dans la région que juste avant le 2023, quand les Chinois ont réussi à réunir les Saoudiens et les Iraniens et à se montrer un acteur politique qui peut réconcilier deux acteurs régionaux qui ont été en guerre indirecte depuis maintenant des décennies. C'était un succès de la diplomatie chinoise. Sinon, la Chine, dans le soft power, ils sont extrêmement présents économiquement, et ce qu'on qualifiait de la nouvelle route de soie allant de la Chine vers, à travers l'Asie centrale, la Turquie, pour arriver en Europe en rivalité avec un autre chemin qui vient de l'Inde vers les Émirats arabes unis, vers l'Arabie saoudite, vers Eilat en Israël, vers la Méditerranée. Donc il y a beaucoup d'intérêts économiques chinois, et les Chinois sont très présents dans toute la région, y compris au Soudan, y compris en Algérie, en Libye, en Égypte, économiquement parlant. Mais pour le moment, ils ne sont pas investis énormément politiquement. D'ailleurs, ils sont même présents en Israël parce que c'est des compagnies chinoises qui ont élargi le port de Haïfa, le plus grand port de l'Est méditerranéen. Par rapport à la Russie, ils sont tellement occupés dans la guerre ukrainienne depuis un moment qu'ils ont même abandonné Assad. Et par rapport à Israël-Palestine, ils tentent toujours de garder une certaine marge de manœuvre, leur permettant de parler à tout le monde. Donc à la fois, ils votent pour des résolutions considérées en faveur des Palestiniens. En même temps, Poutine n'a jamais caché son amitié personnelle avec Netanyahou. Et n'oublions pas qu'il y a en Israël beaucoup d'Israéliens d'origine russe. Donc c'est aussi un élément qui joue. Les Russes veulent être dans la région politiquement parlant, même si maintenant les choses se compliquent pour eux. Mais si vous avez suivi très récemment les négociations syro-russes avec les nouvelles autorités syriennes, ils ont accepté un accord pour permettre à des policiers russes de se déployer dans le sud de la Syrie, en considérant que peut-être cela va bloquer l'expansion israélienne ou va mettre un peu de pression sur les Israéliens là-bas. Est-ce que c'est possible ou pas? On va voir, mais la Russie peut revenir indirectement en Syrie, pas de la même manière, mais Shara est tellement pragmatique qu'il peut aussi ouvrir des voies de négociation avec les Russes. Pour la question de la Jordanie et de l'Égypte, en Égypte, les manifestations sont interdites. Il y a des sit-ins devant des syndicats, devant le syndicat de la presse par exemple, devant l'ordre des ingénieurs, l'ordre des médecins. Il y a des réseaux de solidarité en Égypte qui se font pour aider et pour envoyer de l'aide. Il y a beaucoup de blessés de Gaza qui sont en Égypte et qui sont traités dans les hôpitaux. Et il y a des gens qui se mobilisent aussi pour aider. Il y a des chants dans les stades de football, encore une fois, mais c'est tellement contrôlé qu'il n'y a pas suffisamment, disons, ou comme il le fallait, de mobilisation avec Gaza. Pour le régime égyptien, par contre, pour le moment, de toute façon, il est hors question de permettre un déplacement forcé des Gazaouis vers le Sinaï, comme ça a été proposé pendant un moment, y compris, il y a eu des propositions qu'on enlève une partie de vos dettes pour que des Palestiniens sortent et s'installent dans le Sinaï. Pour deux raisons, si vous voulez. La première, c'est que Sisi ne veut pas être le président connu dans l'histoire d'avoir contribué au déplacement des Gazaouis. C'est dur à assumer. Et deuxièmement, parce que ça menace la stabilité du régime égyptien. Donc, ils veulent
un plan à Gaza, ils veulent jouer un rôle. Ils ont même proposé un contre-plan quand Trump avait évoqué le rivière à Gaza pour une reconstruction qui prend en considération les intérêts israéliens en créant comme une zone presque de sécurité où il y aura juste des projets touristiques et non pas un retour de la population gazaoui, donc du côté de la frontière israélienne. Mais l'Égypte veut une solution et ne veut pas le déplacement forcé des Gazaouis, ça c'est sûr. La Jordanie est beaucoup plus inquiète par rapport à la Cisjordanie et par rapport au discours de l'extrême droite israélienne qui reprend les anciens slogans du révisionnisme sioniste sur la Jordanie comme faisant partie d'un grand Israël. Même avant le 7 octobre, Smotrich, quand il est venu à Paris pour un événement de fond, il avait la carte qui comprenait la Jordanie dans la carte israélienne. Et il y a une fragilité aussi en Jordanie par rapport à la population, à la démographie. Vous savez que peut-être plus de la moitié des Jordaniens sont d'origine palestinienne, sont directement affectés, ils ont de la famille en Cisjordanie, ils ont des cousins, le passage n'est plus possible. Donc les Jordaniens aussi veulent à tout prix la fin de l'actuelle guerre et une solution politique. Et il y a eu beaucoup de manifestations par contre. Les vendredis à Amman, partout en Jordanie, il y a eu régulièrement des manifestations. Peut-être il faut dire aussi qu'une bonne partie des régimes arabes ne souhaitent pas voir les manifestations pour les Palestiniens pour la simple raison qu'ils considèrent que ces manifestations peuvent se tourner contre eux. Et que tout en parlant de Gaza, on envoie un message au gouverneur local et sur ce qu'il fait par rapport à Gaza. Donc évitons tout ce problème. Il n'y a pas de manifestation, sauf dans certains cas où ils considèrent que le régime a suffisamment de capacité pour absorber et digérer des contestations qui évoquent la situation palestinienne. Pour les diasporas arabes, je pense que les diasporas arabes ont subi, et notamment en France, et certains ont été choqués et surpris, comme une double punition. C'est-à-dire il y a la punition par rapport aux infos et aux horreurs qu'on voit, aux atrocités qu'on observe à la télé. Et il y a la deuxième punition, les commentaires de certains journalistes et politiques qui ajoutent une couche de racisme décomplexé, de formules extrêmement agressives et en plus, parfois, on se demande si c'est de la parodie ou si c'est vrai. Moi, honnêtement, je mets CNews parfois parce que ça peut, à la limite, s'il n'y avait pas une mort quotidienne là-bas, c'est amusant. Parce que c'est des clowns. Tu te dis, c'est pas possible que quelqu'un est sérieux en disant ce qu'il dit. C'est vraiment parfois de la parodie et parfois c'est écœurant quand il y a une haine, un racisme et il y a beaucoup de médiocrité aussi. Ça, c'est pour moi une surprise de voir parfois autant de médiocrité au sein de la classe politique, médiatique, qui ne change en rien l'énorme respect qu'on peut avoir à tous nos amis français, je suis français aussi, mais je veux dire à tous nos amis français qui n'ont pas une origine ou qui ne sont pas deuxième ou troisième ou première génération et qui ont été, et comme l'a très bien dit Dominique Vidal, il y a eu aussi une mobilisation énorme. Et c'est pour ça que j'ai tenté à la fin de ne pas rester juste dans un pessimisme total, de dire que le Proche-Orient est aussi le miroir par rapport à toute cette dynamique qu'on a vue de solidarité, d'élan, de mobilisation, de générosité, d'humanisme et d'éthique aussi de la part de millions de gens. Il faut voir les Italiens, les Espagnols, en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Il y a des villes qui n'ont pas connu, c'est vrai, des manifestations de ce genre, peut-être depuis la guerre de Vietnam, et encore. Après, tu as tout à fait raison, Dominique, par rapport au fait que beaucoup de paramètres, peut-être, ou de choses changent. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai tenté de ne pas dire que le 8e moment dans lequel on vit, il est déjà décidé, il est en cours, c'est un processus. On peut aller vers de meilleures conditions et c'est vrai qu'on ne fait pas suffisamment attention à la sociologie américaine qui change. L'élection de Mamdani, même si ce n'est qu'un cas new-yorkais, et New York, ce n'est pas les États-Unis, mais quand même, 32% des Juifs de New York ont voté pour lui, c'est énorme. Et comme tu dis, une nouvelle génération qui commence à changer. Il y a peut-être aussi dans la base de Trump, pour des raisons d'isolationnisme, pas nécessairement de
de changement de politique qui ne sont plus avec la même approche américaine au Proche-Orient. Donc oui, il peut y avoir des choses qui naissent à partir de la catastrophe et qui donnent à espérer. Et notre grand Gramsci nous rappelle que le pessimisme de l'intellect peut s'accompagner avec l'optimisme de la volonté. Et merci beaucoup.